Vincent Payon, bonjour. Bonjour. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un parti politique tient une primaire ouverte à tous les citoyens. À partir de quel seuil estimez-vous qu'il s'agira d'un succès? À partir de combien de votants? Je pense que, puisqu'on n'a jamais fait ça, au-delà de 800 000, on est dans un exercice d'ailleurs, et on va voir dans la journée comment les choses se déroulent, que l'on n'avait jamais fait. Au-delà de 800 000, c'est une très belle réussite. Au-delà d'1 million, c'est un vrai succès. Et alors, si, comme certains nous l'annoncent, on dépasse ce chiffre, ça veut dire que les Français, parce que j'ai entendu cette semaine que la droite, voyant la réussite, se disait qu'elle pouvait le faire aussi, les Français ont besoin de ce progrès du suffrage universel, qui consiste non seulement à ce que l'on parle politique sur le fond, c'est pas mal, et on a vu que finalement il y a eu 2 mois d'échanges politiques sur le fond, et en même temps de sélectionner eux-mêmes celui qui concourra. Ça, c'est un progrès du suffrage universel, puisque avant, ça a souvent été reproché aux partis, les partis qui décidaient. Alors simplement pour que les auditeurs comprennent bien, pour voter, il faut payer 1 euro, ça c'est simple, mais il faut endosser une déclaration d'adhésion aux valeurs de la gauche. Pour ceux qui pourraient s'interroger, est-ce que j'adhère aux valeurs de la gauche? Que diriez-vous en 2 mots? Qu'est-ce que ça veut dire adhérer aux valeurs de la gauche? Ce sont des valeurs extrêmement simples, là, du socialisme démocratique, c'est-à-dire, parce que souvent on peut avoir une idée de la gauche, donc ce sont des valeurs de liberté, celles pour lesquelles nous avons toujours combattu, la gauche républicaine, pensez à l'affaire Dreyfus, je pense que des auditeurs nous comprendront, donc liberté de la personne, et deuxièmement, justice sociale, puisque c'est ça, ce mix qui fait le socialisme républicain et qui fait les valeurs que nous portons, à la fois liberté, mais aussi justice sociale, égalité. Ce sont des valeurs républicaines plutôt que des valeurs de gauche. Pourquoi de gauche? Parce que sur la question de liberté, il y a eu une évolution, mais très traditionnellement, c'est quand même la gauche qui a mené les grands combats pour les libertés. La liberté d'expression dont nous bénéficions aujourd'hui, les radios libres, ça a été la gauche. Les libertés des personnes, à part l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse que nous devons à Simone Veil, l'ensemble des grandes avancées ont été toujours faites par la gauche. Et d'ailleurs, si vous pensez à ce moment, même si la gauche a eu parfois des réticences de l'affaire Dreyfus, mais avant, le combat pour le suffrage universel, c'est la gauche. Et puis la spécificité, c'est effectivement la justice sociale, l'éducation. Prenez 2 exemples. L'éducation, vous voyez, j'en ai déjà donné un, ou la fiscalité. La gauche est toujours du côté de la liberté, mais pour que nous soyons tous libres, pas quelques-uns au détriment des autres, il faut que la société organise une solidarité. On va vous dire, vous avez le droit de partir en vacances, c'est une liberté, mais pour l'exercer, il faut des moyens. Donc la gauche donne la liberté, mais en plus se préoccupe des moyens pour l'exercer. C'est ce qui les différencie de la droite, parce que la droite aussi était pour la liberté, mais peut-être, selon vous, en tous les cas, elle n'en donne pas les moyens. C'est Là, ça? je vais vous parler comme historien, pas comme... la droite est pour la liberté, mais c'est les républicains du lendemain, toujours. Et donc, quand vous regardez l'histoire de France sur 2 siècles, on commence par être contre la liberté, puis on finit par dire qu'on est pour la liberté. Mais une liberté, je le redis, qui est pour quelques-uns, donc au détriment du grand nombre. Donc la liberté pour quelques-uns peut avoir comme compensation la servitude pour beaucoup d'autres. Donc, je le redis, le socialisme est libéral, le libéralisme vient de la Révolution française, et a prétendu, même, et là je ne parle pas du communisme, il y a eu un divorce très profond, le socialisme républicain, il est à la fois pour la liberté des personnes, c'est-à-dire qu'il met l'homme au-dessus de l'État, et ce sont des droits imprescriptibles, c'est la déclaration des droits de l'homme, et puis après, dans la conséquence, il dit, ah oui, mais si on veut que ces droits-là s'exercent, il faut donc créer un certain nombre de conditions, l'instruction, l'égalité, le travail, etc. Alors, Monsieur Payon, pour en revenir donc à la primaire d'aujourd'hui, vous avez choisi de soutenir François Hollande. On se souvient en 2007 que vous étiez un des principaux soutiens de Ségolène Royal. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas Madame Royal? Je l'ai dit à l'époque, j'ai été un soutien de Ségolène Royal au moment où elle était candidate et à un moment où elle a été la candidate de toute la gauche. Ce qui m'a étonné à l'époque, c'est qu'alors qu'elle avait été désignée par 60% des militants, un certain nombre de gens se sont permis de la critiquer de l'intérieur de son camp. C'est pas mes méthodes. J'ai été surtout très longtemps très lié à Lionel Jospin et j'ai toujours été dans toutes les campagnes aux côtés de ceux qui sont désignés. Aujourd'hui, je souhaitais soutenir Dominique Strauss-Kahn. Je l'avais annoncé au mois d'avril ou de mai, avec l'ensemble d'ailleurs de ceux qui m'entourent. Les événements que vous connaissez n'ont pas permis sa candidature. Et par rapport au projet qui est le mien depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a en France une gauche
qui accepte quand même de gouverner dans la durée, qui cesse de s'embarrasser de proclamations irréalisables, qui mette en accord ses discours et ses actes. Il m'a semblé que dans cette élection, c'était François Hollande qui, une fois que Dominique Strauss-Kahn n'était pas là, pouvait incarner le mieux cette tendance du socialisme que j'inscris dans la descendance de Blum, de Jaurès, de Meyer, de Mendès France. Justement, c'est parce que vous voulez pas de propositions irréalisables que vous, en tous les cas, le candidat que vous soutenez, Monsieur Hollande, semble être revenu un petit peu sur la réforme de la retraite à 60 ans, qui est pourtant inscrite dans le programme du PS. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'a pas du tout l'intention de revenir à cette retraite à 60 ans. Une seule candidate, semble-t-il, enfin, l'a dit clairement, c'est Ségolène Royal. Elle reviendra dessus. Je pense, enfin, vous savez, j'ai commencé en dirigeant les experts de Michel Rocard il y a 20 ans. Je suis toujours étonné de l'incompréhension des sujets de fond par l'opinion, parce qu'on ne leur explique pas les choses. Ce qui compte, c'est les annuités. Personne ne veut revenir sur les annuités. Alors, la retraite à 60 ans, c'est un droit que l'on va restituer. Mais il compte surtout pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Étant donné qu'on a, et donc la retraite à 60 ans, tous les candidats socialistes, dont François Hollande, qui l'a rappelé hier à Toulouse, vont la remettre et permettre à ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui ont les travaux les plus pénibles, de partir. Bon, si oui, à la retraite à 60 ans, disons que vous êtes journaliste, vous avez commencé en moyenne à travailler vers 23, 24 ans. Vous auriez 36 ou 37 ans de cotisation. Avec les décodes d'aujourd'hui, ça ne vous permet pas de partir. Donc c'est un droit que vous avez, mais que vous n'exercerez pas. Et vous attendrez d'avoir 41 ans et demi de cotisation, puis 42 et demi dans l'histoire qui viendra, pour pouvoir partir. Donc tous les socialistes sont d'accord. Il est injuste de faire payer des retraites à ceux qui vont vivre le moins longtemps, ceux qui ont les travaux les plus pénibles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt. Car la vraie situation, c'est que moi, en partant à 65 ans à la retraite, ayant commencé à travailler à 24 ans, j'aurai 41 ans seulement de cotisation. Mais certains auront à ce moment-là 49 ans, 50 ans de cotisation. Ça devient totalement absurde, ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans. Donc il faut leur donner la possibilité, et c'est ce que fera la gauche. Et de ce point de vue, il l'a rappelé hier soir, il n'y a aucune... Parce que Benoît Hamon, dans son rôle éternel, apostrophé, il faudrait quand même qu'il devienne raisonnable. Il a demandé des clarifications. M. Hamon a demandé à M. Hollande des clarifications. Qu'il avait donné. C'était pas clair. Non, c'est que M. Hollande fait de la polémique, c'est cette gauche qui prétend que... Non, c'est extrêmement clair, on l'a écrit dans le programme, on l'a redit. Vous dire que M. Hamon fait des polémiques, c'est ce que vous Oui, dites, bien sûr, de derniers jours, et qui ne sont pas utiles à la gauche. Bon. On a vu quand même, Vincent Peillon, que les 6 candidats avaient été très différents sur la santé, sur l'éducation, sur les retraites dont on vient de parler. Il y avait des divergences quand même profondes. Est-ce qu'on peut, si la gauche a le pouvoir, créer 60 000 postes d'enseignants? Vous avez été enseignant vous-même. Est-ce que c'est sérieux de dire cela? Alors, d'abord, on ne dit pas ça. Vous voyez, c'est toujours le même problème, puisqu'il a été précisé à plusieurs reprises, ce n'était pas seulement des postes d'enseignants, c'est 60 000 postes. Vous savez qu'on a supprimé des surveillants massivement dans l'éducation nationale. On a supprimé un certain nombre de postes qui accompagnent l'éducation nationale. Pensez par exemple aux infirmières scolaires. Et une des raisons du coût de la santé en France, c'est qu'on n'a pas de prévention. Et donc, ce sont des postes d'enseignants, mais aussi d'autres postes. On a supprimé, par exemple, la formation des enseignants. Tout le monde comprend bien que c'est d'une absurdité totale. Si vous voulez être pâtissier, vous apprenez la pâtisserie. Si vous voulez être journaliste, a priori, vous apprenez le journalisme. Le seul métier dans lequel il n'y aurait pas un enseignement spécifique, c'est ce métier pourtant extrêmement difficile et particulier qu'est l'éducation nationale. Pourquoi ils ont fait ça? Je vous le dis en mille, j'étais moi-même, comme on dit, formateur d'enseignants. C'est que ça permettait de gager 16 000 postes. Lorsque j'entends Ségolène Royal, Martine Aubry, François Bayrou d'ailleurs, et tant d'autres dire qu'il faudra quand même remettre la formation des enseignants, unique au monde, de supprimer la formation des enseignants. Mais rien que ça, c'est 16 000 postes. On dit on n'a pas fait assez de postes pour les handicapés, ce qui est vrai. Même si la loi de 2005 a des qualités, parce qu'on ne peut pas quand même toujours penser que tout est noir. Mais il manque plusieurs milliers de postes. On dit il y a une montée formidable de la violence à l'école. C'est juste, c'est exact, c'est mesuré. Mais on a supprimé plusieurs milliers de postes de surveillants, je viens de le dire. Mais rien que quand on dit ça et qu'on dit je ne veux pas faire 60 000 sur 5 ans qui ne sont pas que des enseignants, on se contredit, ce qui était d'ailleurs un des résultats, à mon avis, du débat, parce que ce sera grosso modo le chiffre auquel on arrivera. Je préciserai une chose, mais après ce sont des querelles de spécialistes, si vous voulez, c'est que on a un problème structurel dans l'école française, c'est que nous avons des très faibles taux d'encadrement
dans certains endroits, et en particulier dans l'école élémentaire qui souffre le plus, et des forts taux d'encadrement, par exemple dans le lycée, qui est extrêmement cher par rapport aux autres lycées. Donc il faudra aussi, à l'intérieur de l'éducation nationale, faire des transferts pour mettre les personnels là où ils sont le plus utiles. J'ai regardé votre blog, il y a quelqu'un qui, vous verrez bien, ministre d'État chargé et ministre de l'Éducation nationale dans un gouvernement de gauche, et vous ? Moi, je pense que, si vous voulez, sur l'éducation, je suis heureux parce que j'ai fait un livre il y a 2 ans avec Xavier Darcos, dans lequel j'exprimais un certain nombre de nécessités. D'abord, de refaire de l'éducation une priorité, puisqu'elle est au cœur du pacte républicain. Deuxièmement, qu'il fallait sans doute, le livre s'appelait d'ailleurs « Peut-on réformer l'école sans donner davantage de moyens ?» Qu'il fallait sans doute traiter la question des moyens, mais qu'il fallait en même temps faire des réformes en profondeur. Ces réformes en profondeur portaient sur 2 sujets majeurs, le temps scolaire et le métier d'enseignant. Ces idées sont reprises absolument par tout le monde, l'ont été par le Parti socialiste. J'ai accompagné, bien entendu, puisque Martine Aubry me l'avait demandé, la philosophie du projet socialiste, et en particulier les travaux de Bruno Julliard sur l'école. Et je le constatais encore au débat, l'ensemble des candidats socialistes tiennent aujourd'hui, Manuel, Arnaud, etc., le même discours. Bon, ben voilà, je suis heureux. La question des postes est secondaire, mais la question fondamentale, c'est une fois qu'on a dit les choses, qu'on y a sans doute un peu réfléchi, est-ce que lorsque nous serons en responsabilité, nous le ferons ? Parce que ça sera difficile. Et justement, vous disiez qu'il tenait un petit peu les mêmes discours. C'est un petit peu l'impression qu'on a eue en écoutant les 3 débats qui ont eu beaucoup de succès, comme vous le savez, puisqu'ils ont été regardés, je crois, à chaque fois par 5 millions de personnes. Enfin, c'était un beau succès à la télévision. Mais on n'a pas l'impression qu'il se soit dégagé un chef des 6. Moi, je pense le contraire. Je pense que même si et la gauche n'a pas tellement la culture du chef, c'est ce qui souvent rend service à la droite. Bien pour y aller. Je suis d'accord, mais surtout en face de Nicolas Sarkozy. Je vois que c'est difficile. Et donc moi, je pense au contraire que c'est un des intérêts de la primaire et c'est une nécessité pour le combat face à Sarkozy, comme vous venez de le dire, d'accepter la logique de la Ve République et la logique, bien entendu, du chef. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce stade, jour du premier tour, dans ces primaires ? Nous avons vu 2 talents émerger, incontestables. C'est Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Le grand public ne les connaissait pas. Les spécialistes, oui, le grand public, non. Ils ont découvert là 2 personnes très différentes, mais qui ont leur cohérence politique. Des cohérences assez opposées, c'est les 2 extrêmes du Parti socialiste, dans le fond. Mais voilà. 2 personnalités, 2 autres personnalités, je crois, Martine Aubry et Ségolène Royal, que les Français connaissent beaucoup mieux. L'une a été notre candidate à la présidentielle, déjà ministre de Jospin, déjà ministre de François Mitterrand, et Martine Aubry est à la fois la première secrétaire, même si elle s'est mise en retrait quelques mois, et a été aussi numéro 2 du gouvernement Jospin et ministre de François Mitterrand. Bon, femmes de caractère qui ont confirmé, je crois, leur présence, leur caractère, le niveau qui est le leur. Et puis, il y a quelqu'un, alors on verra le résultat aujourd'hui, il y a quelqu'un qui quand même, il y a 2 ou 3 ans, était encore très très contesté après son départ du Parti socialiste, qui a émergé, a fait la course en tête, est reconnu à ce stade, puisque les dernières études donnaient 15 points d'avance, comme étant celui, y compris dans les débats, qui pourra rassembler, et qui donc appelé à mener le combat contre Nicolas Sarkozy, et donc appelé à être le leader de la gauche. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, Monsieur Peillon, mais vous allez l'être. Mais je vais quand même l'être un petit peu, excusez-moi. Le 3e débat, il me semble quand même que... des gens comme M. Montebourg ou bien M. Valls ou Mme Royal, sans compter Mme Aubry, ont été plus percutants que M. Hollande. Je n'ai pas trouvé très percutant. J'étais un petit peu étonnée et je crois que je ne suis pas la seule. C'est la question du spectacle. François Hollande est dans une responsabilité particulière puisqu'il sait qu'il va être opposé, et a priori tout le monde le savait autour de la table, que c'est lui qui aura apporté nos couleurs collectives, les couleurs de beaucoup de Français qui ne sont pas socialistes, contre Nicolas Sarkozy au mois de mai, y compris les couleurs de camps politiques. Je pense aux centristes, je pense aux communistes, je pense qui ont des candidats de premier tour. C'est une responsabilité très lourde. Donc sa responsabilité n'était pas, voyez, de briller par rapport à ses camarades, de polémiquer, d'ouvrir des brèches. Elle était... de faire que ce processus soit réussi. Vous reconnaissez qu'il l'est. Peut-être que celui qui est le plus apparu dans ce processus a une part de responsabilité aussi dans cette réussite. Et ça lui suffisait à ce stade. Et que ce soit en termes de proposition, d'autorité, de lyrisme ou de spectacle, car les gens attendent le spectacle, il faudra attendre un peu davantage. Je crois que ce qui intéresse plus François Hollande, c'est de battre Nicolas Sarkozy que de battre ses camarades socialistes ou radicaux.
Alors, Vincent Peillon, Martine Aubry était quand même assez agressive dans les débats du premier tour. Est-ce que le second tour ne menace pas d'être beaucoup moins urbain et beaucoup moins courtois que le premier, si c'est elle qui arrive en tête? Si c'est elle qui arrive en tête, on verra. Mais si c'est elle qui est qualifiée, en tout cas, face à François Hollande au second tour, c'est toujours un risque. Finalement, moi, j'ai vu beaucoup de Français qui voulaient ces primaires, surtout à gauche, et qui en même temps les craignaient. Ils voyaient bien l'avantage, on vient de le voir, et on voit bien les risques. Se donner en spectacle, se diviser, prononcer des phrases qui demain pourront être retenues par la droite contre les candidats. On a globalement, même s'il y a eu quand même plein de petites phrases désagréables, que la droite ne se privera pas de ressortir plus tard, sur les caractères ou sur les propositions. Mais globalement, c'est une réussite. Voilà. Premier tour. Faisons en sorte que le second le soit aussi. Mais comme je ne suis pas un commentateur ou un spectateur, je vais surtout œuvrer à ça, sachant qu'il y a un risque. Vous avez raison, il y a un risque. La frénésie du second tour, l'envie de gagner, l'énervement des entourages, la pression médiatique qui va vouloir, etc. Il faut y résister, en ayant le sens des responsabilités. J'espère que Martine Aubry et François Hollande l'auront. Vous avez vu à la fin du troisième tour, chacun des 6 candidats présente une sorte de profession de foi, de manière un petit peu solennelle, devant les Français. Et alors, Martine Aubry, ça a été la seule à évoquer un État palestinien. C'est un petit peu bizarre parce que on ne voit pas le rapport avec le reste. Pourquoi est-ce qu'elle se met à nous parler tout d'un coup d'un État palestinien? Elle aurait pu aussi bien nous parler de la cause tibétaine, par exemple. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous a surpris ou de la sécurité également d'Israël. Écoutez, je vais vous dire, j'ai la chance de ne pas être conseiller dans cette affaire de Martine Aubry. Et donc, si vous m'interrogez sur pourquoi François Hollande dit telle chose, j'ai peut-être quelques compétences à vous répondre. Pourquoi Martine Aubry a dit ça, je ne sais pas. Ma question exactement, c'est est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je peux vous le demander. Je l'ai noté, madame. Je l'ai noté, avec intérêt. Avec intérêt, ça veut dire quoi? Je pensais que ça avait du sens. Et que beaucoup de ceux qui regardaient se disaient, tiens, ça a du sens. Et quel sens vous y donnez? C'est assez simple, Généralement, on fait un effort, vous le savez, dans l'expression publique, quelles que soient nos opinions personnelles, pour équilibrer les choses. Quand il y a 2 peuples, on va dire comme ça, en conflit, l'usage diplomatique prudent consiste à dire que l'on souhaite, bien entendu, un État palestinien, mais qu'en même temps, on veut garantir la paix d'Israël. Donc, si je comprends bien, vous regrettez qu'elle n'ait pas parlé d'Israël. Non. Vous trouvez son propos a été déséquilibré, si je comprends bien ce que vous dites. Je ne regrette vraiment rien. Je suis comme ceux qui ont entendu. Je l'ai, surtout avec ce qui se passe à l'ONU et les débats du moment, je l'ai entendu. Ça m'a surpris dans cette conclusion. Vous avez noté qu'il n'y a pas eu de débat international. Et que nous-mêmes, d'ailleurs, nous avions annulé la conférence de presse internationale de François Hollande fin septembre parce que le public français n'avait pas l'air réceptif à ces questions et en plus à cette question particulière dans un moment assez agité. Donc, Martine Aubry a fait le choix de s'exprimer l'autre soir. Elle s'est exprimée sur les femmes, elle s'est exprimée sur l'État palestinien. C'est sa responsabilité. Je reviens, Vincent Peillon, vous disiez tout à l'heure, tout le monde est heureux de la manière, a été heureux de la manière dont la primaire s'est déroulée. Il me semble quand même, je peux me tromper, vous allez me corriger, que vous n'étiez pas très chaud pour les primaires. Bon, aujourd'hui tout le monde est pour, y compris le Premier ministre, mais au départ vous n'étiez pas si nombreux au sein du Parti socialiste à souhaiter ces primaires. Nous avons souhaité très tôt le courant Espoir à gauche qui a soutenu Ségolène Royal mais qui était indépendant et donc nous avons été les artisans de ces primaires en réalité dès le début, même si Montebourg a comme d'habitude beaucoup plus communiqué. Mais nous étions le maire de Lyon, Manuel Valls qui était avec nous, enfin le premier courant du Parti socialiste. Et quand j'avais rassemblé à Marseille des personnalités comme Daniel Cohn-Bendit, Robert Rue, Marielle de Sarnez, ça avait fait un peu de bruit, nous avions fait une pression très forte sur Martine Aubry pour qu'elle accepte ce processus des primaires. Mais dans l'état d'esprit que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'étais très favorable à ça pour sortir des bisbis socialistes, très favorable à ça parce que une de mes préoccupations majeures, c'est qu'on reparle politique dans ce pays. C'est très difficile et que je pensais que les primaires, ça permettait, et ça a d'une certaine façon réussi, que l'on parle davantage politique pendant 2-3 mois, de l'école, de la santé. On a besoin de ça, surtout les démocrates, surtout les gens raisonnables, pour que les gens se forgent leur propre jugement. Que ce ne soit pas uniquement l'émotion, le spectacle, la force, mais qu'on ait du temps pour la parole politique, ce qu'on a eu là. Donc ça me semblait bien. En même temps, il y avait une certaine crainte, c'est ce que je vous disais. Et après le retrait de Dominique Strauss-Kahn, quand j'ai vu qui, d'une certaine façon,
sans doute, ça aurait été plus facile avec lui de fédérer assez tôt. Souvenez-vous par exemple que Manuel Valls avait dit, si c'est lui, je ne serai pas candidat, etc. Martine Aubry ne l'aurait pas été. Bon. C'était plus simple. Quand j'ai vu son retrait, pour les raisons que nous savons, j'ai un peu craint, connaissant en plus les inimitiés de certains avec certains, que ça devienne un peu la foire d'empoigne. Et je dois dire que je tire un chapeau vraiment très sincèrement. Je les connais tous profondément. Montebourg a travaillé avec moi, je connais Manuel depuis 20 ans, etc., etc. Vraiment, je trouve qu'ils se sont bien comportés, qu'ils ont donné une belle image de la politique dans ces primaires. Alors, d'après ce que vous nous avez déjà dit depuis tout à l'heure, on a bien compris que dans votre esprit, le deuxième tour, c'est Aubry, Royal contre Aubry, pardon. Tiens, c'est peut-être un lapsus, ça, je ne sais pas. Hollande contre Aubry. Vous ne craignez pas une surprise? Justement, mon lapsus fait que j'ai parlé de Royal. Oui, bien sûr, bien sûr. Justement, je pense à Royal, à Madame Royal. Bon, écoutez, vous avez raison, c'est-à-dire que le vote est en train de se faire, donc, mais vous savez, j'ai entendu tout ça sur les sondages. Ouais. Je l'ai tellement vécu dans tous les camps différents. Chaque fois que quelqu'un n'est pas en tête dans les sondages, il critique les sondages. Mais ce que nous disent les spécialistes depuis longtemps, c'est qu'évidemment, un sondage ne fait pas une élection. Mais 55 sondages qui vont dans le même sens. Ça influence, en tous les cas. D'abord, ça influence, vous avez raison, ils sont autoréalisateurs. Mais ensuite, 55 sondages d'instituts extrêmement différents qui vont tous dans le même sens et qui en plus dégagent une tendance, comme disent les spécialistes, ça finit par vous donner quand même une petite photographie. Alors, elle pourra être démentie, on verra ce soir. Mais a priori, effectivement, le second tour, voilà, moi je ne dis pas plus, devrait opposer... Est-ce qu'elle est votre candidate préférée à mettre en face de votre candidat à vous, hein? Non, franchement, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de second tour, on va dire, il n'est pas démocrate. Ah voilà, qu'il ait eu 50% d'outils. Oui, Ça. oui. Mais justement, pour des raisons évidentes quand même. Hein, il peut peut-être approcher, selon certains sondages. Pour des raisons évidentes. Pour quelles raisons? Parce que j'ai beaucoup parlé avec les gens de l'Élysée qui m'ont toujours dit, qu'est-ce qu'attendait finalement l'Élysée? Ils attendaient deux choses chez Nicolas Sarkozy. Ils attendaient d'une part la division, d'autre part la faible participation. Bon. Et la division devait amener à quoi? Alors faible participation, j'ai l'impression qu'on va l'éviter. Bon, division, il reste encore des étapes à franchir. Et qu'est-ce qui se passe dans la division? Nicolas Sarkozy, lui, en 2007, il y avait une primaire à l'intérieur de l'UMP, les gens l'ont oublié. Il enlève les candidats les uns après les autres et il se fait élire avec 85% des voix, ce qui lui permet d'entrer en campagne tardivement, mais avec une force considérable. Parce que dans son propre camp, il est absolument légitime. Si vous avez, c'était le raisonnement de l'Élysée, et ça valait déjà à l'époque pour Dominique Strauss-Kahn, et c'est pour ça qu'à l'époque, je souhaitais par contre le retrait de François Hollande. Si vous avez un candidat qui arrive, dont on peut dire, non, dans votre propre camp, au premier tour, il y a 53% des gens qui ne vous ont pas choisi, ils auraient préféré quelqu'un d'autre. C'est quand même pas un argument extrêmement fort. Bon. Donc moi, je pense que le débat a eu lieu. On voit à peu près qui va finir par être élu. En tout cas, c'est ce que nous donne en tendance. On peut toujours renverser les choses et je ne veux pas empêcher la démocratie. Mais j'aurais préféré que celui qui va avoir ce combat très difficile, parce que tous les gens qui pensent que Sarkozy est déjà battu se trompent complètement. Bon, ce combat très difficile est le maximum de force. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler, puisque cette émission passe à un moment où on peut encore aller voter, dépêchez-vous d'aller voter aux primaires et voter François Hollande. Très bien, on vous a entendu. Jean-Louis Borloo, qui n'était pas candidat des primaires de l'UMP, mais qui était candidat centriste, a jeté l'éponge cette semaine et il a retiré sa candidature. Qui va en tirer profit? Écoutez, je pense. Moi, d'abord, c'est assez surprenant parce qu'il y a une dimension humaine, quand même, dont on ne parle jamais en politique. Moi, je pensais qu'il ne pouvait pas être candidat à la présidentielle. Mais la logique aurait voulu que son retrait apparaisse plus tard et qu'il occupe un certain temps son espace politique. Le faire pendant les primaires, etc., ça donne le sentiment, effectivement, Martine Aubry l'avait dit, d'une fragilité personnelle importante. Moi, je le connais bien. J'ai été porte-parole du Parti Socialiste quand il était porte-parole de l'UDF. Et vous savez, porte-parole ont beaucoup à se contredire l'un l'autre. Donc, je l'ai beaucoup fréquenté sur les plateaux et dans les... Bon. C'est un homme qui, de ce point de vue-là, est assez troublant et attachant. Bon. Mais il y a là une dimension humaine qui, je crois, est sans doute profonde. Et bon. Sur le plan politique, comment peut-on être? C'est quand même vraiment... la politique incroyable. Le début de notre civilisation, c'est le respect du principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être à la fois blanche et noire en même temps et sous le même rapport. Bon, ceux qui ne respectent pas ce principe se contredisent quand ils parlent. Comment peut-on être à la fois le numéro 2 d'un gouvernement pendant 4 ans, avoir soutenu les principales mesures de ce gouvernement sur le plan, comment dirais-je, non seulement économique,
social, c'est déjà pas brillant. Mais avec vraiment des entorses aux principes républicains et humanistes, je dirais. Je pense, par exemple, au débat sur l'identité nationale. Et puis tout d'un coup se réveiller et vouloir aller contre ce gouvernement dont on était le numéro 2. Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Bon, et ça ne marchait pas dès le départ. Ça ne lui crée pas une grande légitimité pour critiquer Nicolas Sarkozy ou proposer une autre ligne. Bon. Donc voilà, il allait avoir à en tirer les conséquences. J'avais compris que c'était une machine de guerre contre François Bayrou. Hein. Tout ça se joue comme une machine. Mais je pensais qu'on essaierait de s'en servir plus longtemps. Alors justement, vous parliez de légitimité tout à l'heure. Vous savez que certains remettent en cause une légitimité de François Hollande en faisant remarquer qu'il n'a jamais été ministre. Je pense à Madame Royal qui le lui fait remarquer énormément. À votre avis, pourquoi est-ce que François Mitterrand ou Lionel Jospin ne l'ont jamais nommé? Est-ce que c'est parce qu'il pensait que c'était pas sa place? C'est assez bien raconté pour ce qui concerne François Mitterrand dans la biographie que notre ami Serge Raffi a fait sur François Hollande, que Mitterrand ne voulait pas d'un couple. Voilà, ne voulait pas d'un couple. Puisque... Oui, mais enfin, il aurait pu choisir justement l'homme du couple. Mais la proposition a été faite non, il aurait pu surtout les prendre successivement. Ben, j'étais jeune. Hein. Elle arrive dans la dernière partie du deuxième, je dirais, quinquennat, puisqu'en fait, après, c'était de la cohabitation. Bon, il avait quand même des fonctions déjà importantes à l'Assemblée nationale. Et puis, Lionel Jospin, qui est dans cette culture, le nomme premier secrétaire, ce qui pour lui est très important, puisque vous savez, mais je vais rappeler aux auditeurs, que lorsque l'on gouverne, vous avez 4 lieux de pouvoir qui sont éminents. Vous avez la présidence de la République quand vous l'avez, Jospin ne l'avait pas, le Premier ministre, le président du groupe, personne ne parle en France, mais c'est quand même le poste éminent, et le premier secrétaire. Et d'ailleurs, ces 4 personnes se rencontrent le matin pour arbitrer toutes les lois qui s'imposent au ministre. Bon, ça a été le rôle de François Hollande sur le choix de Lionel Jospin pendant 5 ans. Et bon, moi-même qui ai été porte-parole du parti à l'époque, je peux effectivement confirmer que les arbitrages les plus essentiels étaient pris entre Jean-Marc Ayrault, François Hollande et Lionel Jospin, et tout à fait de façon directe entre François Hollande et Lionel Jospin. Ce sont un peu des querelles de cours d'école. Elles vont finir très vite, j'espère. Merci Vincent Peillon, député européen, une des figures du Parti socialiste, d'avoir été l'invité de notre station, sauf si vous avez encore une question, mais une toute dernière, avec, je crois qu'il nous reste pour la moitié des Français, les affaires bénéficient avant tout au Front National. Je tenais à vous la poser, cette question. Est-ce que vous craignez un 21 avril? J'imagine qu'on a déjà dû vous la poser, mais je veux vous la reposer parce que les derniers sondages montrent que à cause des affaires, le Front National est en hausse. 2 choses. Nous nous imposons, et nous l'avons fait déjà dans la campagne des primaires, une campagne propre. Parce qu'on ne peut pas dire ça et soi-même envoyer des boules puantes tout le temps. Il faut de l'exemplarité. Donc nous voulons une campagne qui n'est pas de cabinet noir, qui n'est pas d'injures, qui n'est pas de populisme, qui n'est pas de... Bon. Et ça s'adresse directement à Nicolas Sarkozy, sur les façons de s'exprimer, sur les façons de se comporter. Et nous nous comporterons comme ça. Deuxièmement, il faudra une refondation républicaine. Il faudra une refondation républicaine dans ce pays. Nous allons mal, la nation est abaissée, nos valeurs sont aujourd'hui en déshérence, il y a des collusions entre les élites politiques, financières, médiatiques et d'entreprises qui sont beaucoup trop importantes. Période de crise, les gens ne le supportent plus, ils ont bien raison, confusion des pouvoirs, donc il y a un grand souffle républicain à donner. Et en tout cas, je pèserai pour que François Hollande l'incarne. Il ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et y compris l'exemplarité des dirigeants. Fin de cette émission du grand entretien qui recevait ce matin Vincent Peillon. La semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale pour le 30e anniversaire de notre station. On vous invite à venir. On aurait grand plaisir à vous recevoir. Et donc, je rappelle...